865 000 comprimés d'ecstasy dissimulés dans un conteneur au port de Zeebrugge, destination l'Australie. Valeur de 34 millions d'euros. Derrière ce trafic record de 2006 se cache Janus van Wezenbeek, le baron de l'ecstasy qui transforme les campings familiaux du Limbourg belge en quartiers généraux criminels. Netflix s'inspire de lui pour créer Ferry Booman dans Undercover, mais la réalité dépasse largement la fiction. Aujourd'hui, Van Wezenbeek attaque la plateforme en justice. Dans les paysages verdoyants du Limbourg belge, là où les pins murmurent des secrets millénaires, se cachait l'un des empires criminels les plus raffinés d'Europe. Janus van Wezenbeek, alias le baron de l'ecstasy, avait transformé cette région paisible en épicentre d'un trafic générant des centaines de millions d'euros annuels. Comment un homme a-t-il pu métamorphoser ces tranquilles campagnes en laboratoire de l'une des révolutions chimiques les plus lucratives du continent? Netflix s'en est inspiré pour créer Undercover. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière Ferry Booman quand la vérité dépasse toute fiction imaginable? L'histoire commence dans les années 90, quand l'Europe découvre une nouvelle drogue de synthèse venue des laboratoires clandestins entre Amsterdam et Anvers. La MDMA, plus connue sous le nom d'ecstasy, révolutionne alors un marché dominé jusque-là par les importations sud-américaines. Contrairement à la cocaïne qui nécessite des filières intercontinentales complexes, cette substance naît directement sur le sol européen, dans des installations ultramodernes dissimulées au cœur des campagnes belges et néerlandaises. Mais qui était vraiment Van Wezenbeek avant de devenir ce fantôme insaisissable? L'homme qui orchestrait depuis l'ombre un réseau tentaculaire s'étendant d'Eindhoven à Anvers ne ressemblait en rien au baron traditionnel de la drogue. Méticuleux, discret, presque invisible, il possédait un génie criminel particulier, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Des campings de vacances devenaient des centres névralgiques. Des hangars agricoles se muaient en laboratoire dernier cri. En 2025, ce baron déchu revendique son héritage criminel et conteste la représentation de son alter ego Ferry Booman. Une bataille judiciaire qui révèle que derrière la fiction se cache une réalité bien plus troublante, où se mêlent fortune colossale, innovation technologique et corruption généralisée. Eindhoven, début des années 90. Cette ville industrielle des Pays-Bas, connue pour ses usines Philips et son équipe de football, cache dans ses quartiers périphériques une nouvelle génération d'entrepreneurs criminels révolutionnaires. Janus van Wezenbeek grandit dans cet environnement où l'innovation technologique côtoie quotidiennement les trafics émergents. Contrairement aux barons traditionnels issus des quartiers défavorisés, lui évolue dans un milieu bourgeois où la science et le commerce se rencontrent naturellement. L'ecstasy révolutionne alors complètement le marché européen des stupéfiants. Pourquoi cette molécule change-t-elle tout? Contrairement à la cocaïne ou à l'héroïne, qui nécessitent des importations depuis l'Amérique du Sud ou l'Asie centrale, cette drogue de synthèse peut être fabriquée localement. Quelques précurseurs chimiques disponibles dans l'industrie pharmaceutique européenne, un laboratoire bien équipé, des connaissances en chimie organique acquises dans les universités locales et les ingrédients du succès sont à portée de main. Van Wezenbeek comprend rapidement cette révolution économique fondamentale. Celui qui maîtrisera cette filière contrôlera l'avenir du trafic européen pendant les décennies suivantes. Cette vision stratégique le distingue immédiatement de ses concurrents, qui continuent de raisonner selon les modèles traditionnels d'importation et de revente. Lui anticipe une transformation industrielle complète du secteur. Au début des années 2000, la Belgique devient le deuxième pôle mondial de production d'ecstasy, juste derrière les Pays-Bas. Comment mesurer l'ampleur de ce phénomène? La police fédérale belge estime qu'environ 80 millions de comprimés sortent annuellement des laboratoires clandestins du royaume. Une production industrielle dont seulement 7 à 8% sont saisis par les autorités. Ces chiffres astronomiques illustrent l'ampleur d'un phénomène qui échappe largement au contrôle pour les investigateurs. Garages désaffectés dans les banlieues d'Eindhoven, hangars agricoles perdus dans la campagne limbourgeoise, caves de maisons bourgeoises à Hasselt, ancienne grotte de marne du Limbourg belge, transformée en laboratoire souterrain. Cette géographie criminelle épouse parfaitement le territoire frontalier, exploitant les différences législatives entre les deux pays et les zones grises de coopération policière encore balbutiantes à cette époque. L'innovation ne s'arrête pas à la géographie de production. Van Wezenbeek révolutionne également les méthodes de recrutement dans le crime organisé européen. Il recrute des chimistes freelance,
souvent d'anciens étudiants en sciences, désireux d'arrondir leur fin de mois avec leurs connaissances académiques. Ces cuisiniers itinérants passent d'un laboratoire à l'autre, apportant leur expertise technique sans jamais connaître l'ensemble du réseau. Cette compartimentation stricte protège l'organisation contre les infiltrations et les démantèlements, méthode qui sera plus tard copiée par tous les grands réseaux européens. Qui sont ces chimistes de l'ombre qui alimentent les laboratoires de Van Wezenbeck? Diplômés des universités de Louvain, d'Utrecht, de Maastricht, ils possèdent les connaissances théoriques nécessaires, mais manquent souvent d'opportunités professionnelles, légales, bien rémunérées. Van Wezenbeck leur propose des contrats ponctuels extraordinairement lucratifs pour quelques semaines de travail technique, sans violence, sans contact avec les réseaux de distribution traditionnels. Les méthodes logistiques révèlent également un esprit innovant qui influence encore aujourd'hui les pratiques criminelles européennes. Plutôt que d'utiliser les réseaux traditionnels de contrebande contrôlés par les mafias historiques, Van Wezenbeck développe des filières légales détournées. Sociétés d'import-export créées de toutes pièces avec de faux bilans comptables, transporteurs propres ignorant la nature réelle de leur cargaison, double fonds raffinés intégrés directement lors de la fabrication des véhicules dans des garages complices. 2004 marque un tournant décisif dans l'histoire de Van Wezenbeck et de son réseau tentaculaire. Son organisation atteint une dimension véritablement industrielle, générant des profits qui se comptent en centaines de millions d'euros annuels. Mais contrairement aux cartels sud-américains qui s'affichent dans l'ostentation dorée de leur palais, le baron belge cultive une discrétion absolue qui devient sa signature criminelle. Sa révolution consiste à transformer les lieux les plus anodins et familiaux en centres névralgiques de son empire souterrain. Les campings familiaux deviennent ses quartiers généraux les plus ingénieux. Ces espaces de vacances, fréquentés par des familles européennes en quête de tranquillité estivale, offrent la couverture parfaite pour ces activités. Qui pourrait soupçonner qu'entre les parties de pétanque dominicales et les barbecues du soir se négocient des transactions de plusieurs millions d'euros? Les mobil-homes colorés cachent des bureaux temporaires équipés d'ordinateurs portables et de téléphones satellites. Les aires de jeu pour enfants servent de points de rendez-vous discrets où s'échangent clés USB et liasses de billets. Le camping de Lommel, en particulier, devient un laboratoire grandeur nature pour les enquêteurs qui commencent à s'intéresser à ce réseau fantomatique. Ce petit paradis familial du Limbourg belge, avec ses allées bordées de sapins centenaires et ses étangs paisibles où nagent les canards, abrite sans le savoir l'état-major d'un réseau international. Les gérants, parfaitement innocents et accueillants, louent leurs emplacements à des vacanciers qui restent parfois plusieurs mois, payant toujours comptant et ne posant jamais de problème de voisinage. Wezenbeck innove également radicalement dans le recrutement criminel européen. Plutôt que de s'entourer de truands traditionnels issus des quartiers sensibles, il privilégie systématiquement les profils atypiques et respectables. Experts comptables diplômés pour blanchir l'argent dans des circuits financiers légaux, ingénieurs chimistes pour optimiser constamment la production et réduire les coûts, commerciaux expérimentés pour développer les marchés d'exportation vers l'Australie et les États-Unis, cette professionnalisation sans précédent du crime organisé déconcerte complètement les enquêteurs habitués aux structures mafieuses classiques. Les écoutes téléphoniques révèlent des conversations qui ressemblent davantage à des réunions commerciales qu'à des négociations criminelles. Les suspects utilisent un vocabulaire économique sophistiqué, parlent de parts de marché, de stratégie marketing, d'optimisation des coûts de production, exactement comme des dirigeants d'entreprises légales. L'axe Brabant-Limbourg-Anvers et devient progressivement l'autoroute européenne de l'ecstasy et des amphétamines de synthèse. Chaque étape géographique a sa fonction spécifique dans cette chaîne logistique industrielle. Production concentrée dans le Brabant néerlandais avec ses laboratoires high-tech, stockage sécurisé dans les anciennes mines du Limbourg belge, conditionnement final près d'Anvers avec ses ateliers spécialisés, exportation maritime via le port de Zeebrugge vers tous les continents. Cette chaîne logistique s'apparente davantage au fonctionnement d'une multinationale légale qu'à un réseau criminel traditionnel. Chaque maillon possède ses spécialistes, ses techniques optimisées, ses procédures de qualité, ses systèmes de traçabilité interne. Van Wezenbeck applique au crime organisé les méthodes de management modernes, apprises dans les écoles de commerce européennes. Les chiffres de cette période défient complètement l'imagination des forces de l'ordre traditionnelles. En 2004, la police belge démantèle 8 laboratoires en 3 mois et saisit 7 millions de comprimés. Un record historique qui fait les gros titres de tous les journaux européens. Pourtant, cette saisie spectaculaire ne représente qu'une fraction dérisoire de la production totale réelle.
Cette prospérité criminelle exceptionnelle attire rapidement l'attention d'organisations criminelles européennes plus importantes et plus anciennes. Des connexions stratégiques s'établissent progressivement avec la 'Ndrangheta calabraise, spécialisée dans les investissements immobiliers, les mafias albanaises qui contrôlent les ports méditerranéens, les réseaux de motards hors-la-loi néerlandais qui dominent la distribution au détail. Van Wezenbeek devient un fournisseur privilégié pour ces organisations qui contrôlent les marchés de distribution dans leurs territoires respectifs, créant une intégration verticale criminelle inédite en Europe. Hasselt, automne 2004. Dans les bureaux sobres et discrets du parquet fédéral belge, une décision historique se prend après des mois de réflexion juridique et opérationnelle. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire européenne, une opération d'infiltration conjointe belgo-néerlandaise va cibler spécifiquement un réseau de production de drogues synthétiques. Cette décision, prise conjointement par les magistrats spécialisés des deux pays, marque le début de l'une des enquêtes les plus ambitieuses et les plus complexes de l'histoire moderne du crime organisé. Pourquoi cette infiltration représente-t-elle un défi totalement inédit pour les forces de l'ordre européennes ? Contrairement aux réseaux traditionnels organisés géographiquement autour de territoires urbains précis ou sociologiquement autour de familles mafieuses identifiées, l'organisation Van Wezenbeek fonctionne par cercles concentriques parfaitement étanches et compartiments techniques spécialisés. Vivre sous couverture pendant des années transforme profondément la psychologie des enquêteurs impliqués. Kim doit apprendre à jouer parfaitement le rôle d'une épouse déçue 24 heures sur 24, même dans l'intimité de leur mobil-home, potentiellement surveillé par les suspects. Bob développe progressivement de véritables relations amicales avec des suspects qu'il sait devoir arrêter un jour prochain. Cette ambiguïté psychologique constante épuise mentalement les agents, soutenus discrètement par des équipes de psychologues spécialisés dans les opérations longues sous couverture. Les techniques de surveillance évoluent constamment pour s'adapter aux habitudes des suspects. Micro-miniaturisés, dissimulés dans les mobil-homes voisins loués par la police, caméras haute définition camouflées en décoration de jardin anodine, agents déguisés en personnel d'entretien du camping qui vide les poubelles et nettoie les sanitaires, le camping de Lommel devient progressivement un véritable plateau de cinéma où chaque geste des suspects est enregistré, analysé, décrypté par des équipes de linguistes et d'analystes comportementaux. Van Wezenbeek, lui, reste un fantôme particulièrement insaisissable pour les équipes de surveillance. Ses apparitions au camping sont rares, imprévisible et toujours d'une brièveté déconcertante. Quand il daigne apparaître, c'est généralement pour des barbecues familiaux parfaitement anodins où les conversations crypto-criminelles se mêlent naturellement aux discussions sur la météo pluvieuse, les résultats sportifs du week-end, les projets de vacances estivales des enfants. Cette normalité apparente rend l'enquête particulièrement frustrante pour les équipes de surveillance qui espèrent des révélations spectaculaires. Les progressions arrivent par petites touches, presque imperceptibles. Une conversation surprise entre deux complices près des sanitaires du camping. Un échange discret de clés USB dissimulé dans un innocent jeu de cartes familial. Chaque perquisition coordonnée entre les forces de police nationales avec leurs procédures distinctes, chaque échange d'informations soumis au traité de coopération internationale. Ces lourdeurs administratives considérables permettent parfois aux suspects les plus vigilants d'échapper aux filatures ou de déplacer préventivement leurs activités vers des territoires moins surveillés. L'enquête révèle également les failles structurelles du système judiciaire européen encore balbutiant dans la coopération anticriminelle. Van Wezenbeek exploite habilement les différences législatives entre pays voisins. Ce qui est parfaitement légal aux Pays-Bas peut être formellement illégal en Belgique et réciproquement. Cette navigation juridique sophistiquée complique considérablement le travail des enquêteurs qui doivent constamment adapter leurs méthodes aux réglementations nationales changeantes. Les écoutes téléphoniques révèlent progressivement l'ampleur internationale du réseau Van Wezenbeek. Des conversations en anglais avec des contacts australiens, des discussions en allemand avec des fournisseurs de précurseurs chimiques, des négociations en espagnol avec des blanchisseurs installés sur la Costa del Sol. Cette polyglotte criminelle illustre la dimension véritablement européenne d'une organisation qui dépasse largement le cadre frontalier belgo-néerlandais initial. Comment les enquêteurs parviennent-ils à percer les codes et les euphémismes utilisés par le réseau ? Van Wezenbeek et ses complices ont développé un langage crypté sophistiqué où les drogues deviennent des bonbons, les laboratoires des cuisines, les clients des amis, les livraisons des cadeaux. Cette créativité linguistique nécessite un travail de décryptage constant par des spécialistes en communication criminelle.
La pression psychologique sur les agents infiltrés devient énorme quand ils réalisent l'ampleur de ce qu'ils découvrent. Ils ne traquent pas seulement quelques trafiquants locaux, mais l'un des plus gros réseaux criminels européens de l'époque. Cette prise de conscience transforme une enquête de routine en opération historique, avec toutes les responsabilités que cela implique pour des policiers formés aux affaires traditionnelles. 2006 représente l'année de gloire absolue pour l'empire Van Wezenbeck, celle où sa dimension internationale éclate au grand jour de manière spectaculaire. Pourquoi l'Australie devient-elle le saint graal des trafiquants européens d'ecstasy? À Melbourne et Sydney, le prix du gramme d'ecstasy pur atteint des sommets vertigineux, parfois 10 fois supérieurs aux tarifs européens pratiqués à Amsterdam ou Anvers. Cette différence de prix énorme justifie économiquement tous les risques logistiques et judiciaires. Un conteneur qui quitte discrètement Zeebrugge avec 500 000 € de marchandises peut générer facilement 5 millions d'euros de bénéfices nets à l'arrivée sur les marchés australiens. Van Wezenbeck comprend rapidement que l'avenir de son business réside dans cette expansion intercontinentale ambitieuse. Le port de Zeebrugge devient naturellement son terrain de jeu privilégié pour ses opérations d'exportation massive. Ce complexe portuaire immense, troisième port européen par le volume de marchandises conteneurisées traitées quotidiennement, offre l'anonymat parfait pour dissimuler ses expéditions criminelles. Parmi les dizaines de milliers de conteneurs qui transitent quotidiennement vers tous les continents, comment les douaniers peuvent-ils identifier méthodiquement ceux qui cachent des millions de comprimés multicolores? Van Wezenbeck et ses équipes développent des méthodes de dissimulation véritablement révolutionnaires, qui inspirent encore aujourd'hui les trafiquants internationaux modernes. Les comprimés sont intégrés directement dans la structure même de marchandises légales parfaitement anodines. Roues de vélo de course creusées méticuleusement puis refermées sans trace visible. Moteurs de voitures démontés pièce par pièce puis remontés avec des compartiments secrets invisibles. Meubles scandinaves en kit avec double fond, indétectables même aux scanners les plus performants. Ces techniques de camouflage nécessitent des ateliers spécialisés, dirigés par des artisans complices, des équipements industriels coûteux, une logistique d'une complexité inouïe coordonnée entre plusieurs pays. Van Wezenbeck crée véritablement une industrie parallèle du camouflage qui emploie indirectement des centaines de personnes à travers l'Europe, la plupart ignorant la nature réelle de leur contribution à son empire. Sans jamais accuser nommément des individus précis, les enquêteurs découvrent progressivement que certaines informations judiciaires confidentielles filtrent mystérieusement vers les suspects, que des contrôles douaniers programmés sont reportés au dernier moment sans explication, que des surveillances policières sont compromises par des fuites inexpliquées. Ces dysfonctionnements répétés suggèrent fortement des complicités à différents niveaux de l'appareil d'État. La production atteint des niveaux véritablement industriels qui défient l'imagination. Les laboratoires coordonnés par Van Wezenbeck produisent désormais plusieurs tonnes mensuelles de MDMA pur, nécessitant des approvisionnements en précurseurs chimiques à l'échelle européenne entière. PMK, BMK, Safrole, ces substances chimiques légales, détournées de leur usage pharmaceutique légitime, transitent par des circuits commerciaux complexes, impliquant parfois des entreprises parfaitement respectables qui ignorent totalement la destination finale criminelle de leurs produits. Comment Van Wezenbeck organise-t-il ses approvisionnements massifs sans éveiller les soupçons? Il crée un réseau de sociétés écrans spécialisées dans le commerce de produits chimiques industriels, avec de vrais bureaux, de vrais salariés, de vraies activités légales qui masquent les achats suspects. Ces entreprises fantômes commandent officiellement des précurseurs pour des productions cosmétiques, pharmaceutiques ou industrielles parfaitement légitimes. L'argent généré défie complètement toute logique économique traditionnelle à l'échelle européenne. Van Wezenbeck brasse désormais plus de liquidités annuelles que certaines entreprises cotées aux bourses de Bruxelles ou d'Amsterdam. Ce cash flow astronomique nécessite des structures de blanchiment de plus en plus sophistiquées et internationalisées. Sociétés écrans aux îles Caïmans avec de faux conseils d'administration, investissements immobiliers londoniens via des prête-noms, participation discrète dans des casinos de Monaco et de Saint-Marin. L'économie criminelle interfère désormais directement avec l'économie légale européenne. Les investissements immobiliers de Van Wezenbeck influencent les prix dans certains quartiers de grandes villes européennes. Les répercussions sociales et économiques commencent à se faire sentir localement dans certaines régions. Dans plusieurs villages du Limbourg belge, l'économie locale dépend partiellement et discrètement des activités illégales. Emplois indirects dans le transport spécialisé, la logistique, la construction et l'aménagement de laboratoires clandestins, les services financiers parallèles.
Cette économie souterraine florissante crée des dépendances économiques locales qui compliquent considérablement l'action des autorités communales et régionales. Certains élus locaux se retrouvent dans des situations ambiguës. Comment lutter contre une industrie criminelle qui fait vivre économiquement une partie de leurs électeurs? Cette question morale et politique traverse discrètement de nombreuses communes rurales de la région frontalière, créant des tensions sociales et politiques que les médias nationaux ignorent largement. 2008 marque symboliquement le début de la fin pour l'empire tentaculaire Van Wezenbeck. Les innombrables pièces du puzzle s'assemblent progressivement dans les bureaux des enquêteurs spécialisés belgo-néerlandais. Après 4 années d'infiltration intensive et coûteuse, leurs dossiers confidentiels contiennent désormais des milliers d'heures d'enregistrements audio et vidéo, des centaines de photographies surveillance, des analyses financières internationales détaillées, révélant progressivement l'ampleur réelle et stupéfiante du réseau criminel. L'erreur fatale vient paradoxalement du perfectionnisme maniaque de Van Wezenbeck lui-même. Sa volonté obsessionnelle de contrôler personnellement chaque aspect important de son organisation tentaculaire le rend progressivement visible aux yeux exercés des enquêteurs spécialisés. Ses déplacements constants entre les différents sites de production, ses communications régulières avec ses lieutenants régionaux, ses supervisions directes minutieuses des expéditions importantes créent autant de traces électroniques et physiques que les forces de l'ordre exploitent méthodiquement. La pression internationale s'intensifie considérablement sur les autorités européennes. L'Australie, confrontée à une véritable épidémie d'ecstasy alimentée principalement par les filières européennes de Van Wezenbeck, menace explicitement de sanctions commerciales si l'Europe ne démantèle pas rapidement ses réseaux d'exportation. Les États-Unis, traditionnellement focalisés sur la cocaïne sud-américaine, découvrent brutalement que leurs campus universitaires sont progressivement inondés de comprimés colorés, fabriqués dans les paisibles campagnes belges. Van Wezenbeck tente désespérément de s'adapter à cette pression croissante en diversifiant stratégiquement ses activités criminelles. Amphétamine classique, méthamphétamine destinée au marché américain, nouvelles drogues de synthèse encore non réglementées, son réseau explore frénétiquement de nouveaux marchés pour compenser les pertes financières liées aux saisies croissantes d'ecstasy. Cette diversification précipitée complique dangereusement son organisation rodée, multiplie les risques opérationnels, augmente mécaniquement le nombre de personnes dans la confidence de ses secrets. Les campings familiaux perdent progressivement leur innocence protectrice. Les gérants commencent naturellement à poser des questions sur ces vacanciers atypiques qui restent des mois entiers, reçoivent de très nombreuses visites à des heures inhabituelles, paient toujours systématiquement en liquide, évitent les conversations prolongées avec les autres familles. Certains établissements refusent désormais de louer leurs emplacements à des suspects potentiels, obligeant le réseau à changer constamment de bases opérationnelles et perdre ses habitudes sécurisantes. L'étau judiciaire se resserre méthodiquement selon un calendrier préétabli. Les magistrats spécialisés belges et néerlandais coordonnent minutieusement leurs procédures respectives, synchronisent leurs mandats d'arrêt internationaux, préparent dans le secret des perquisitions simultanées dans les 2 pays et leurs dépendances européennes. Cette coopération judiciaire, encore balbutiante et approximative au début des années 2000, atteint désormais une efficacité opérationnelle redoutable. L'aube se lève lentement le 14 juin 2009 sur une des opérations policières les plus importantes de l'histoire criminelle européenne moderne. Dans toute la région frontalière belgo-néerlandaise, des centaines de policiers spécialisés, de gendarmes et d'agents des douanes se préparent méthodiquement à l'opération la plus importante et la plus complexe de leur carrière professionnelle. Après exactement 5 années d'enquête patiente, coûteuse et risquée, le moment de vérité tant attendu arrive enfin. Van Wezenbeck et toute son organisation tentaculaire vont découvrir brutalement que leurs vacances perpétuelles et leur prospérité criminelle touchent définitivement à leur fin. L'opération baptisée symboliquement Camping, nom de code choisi en référence directe aux lieux d'infiltration qui ont permis de percer les secrets du réseau, se déploie simultanément sur 43 sites différents, soigneusement répertoriés. Laboratoires de production high-tech, entrepôts de stockage sophistiqués, domiciles bourgeois des principaux suspects, bureaux des sociétés écrans, comptes bancaires dans plusieurs pays, chaque élément identifié du réseau fait l'objet d'une intervention parfaitement coordonnée au même moment précis. Les perquisitions simultanées révèlent instantanément l'ampleur véritablement industrielle de l'organisation criminelle. Dans un laboratoire ultramoderne de Beringen, les enquêteurs belges découvrent stupéfaits une installation digne d'une usine pharmaceutique multinationale.
cuves en acier inoxydable de 1000 litres, système de ventilation et de filtration sophistiqué, robots mélangeurs entièrement automatisés, système de contrôle qualité informatisé. La capacité de production estimée par les experts dépasse largement les 100 kg hebdomadaires, soit plusieurs millions de comprimés colorés produits chaque mois. Les saisies matérielles dépassent complètement toutes les prévisions les plus optimistes des enquêteurs européens. 2,3 tonnes de MDMA pur prêtes à la commercialisation, 4 700 000 comprimés finis et conditionnés, 180 tonnes de précurseurs chimiques stockés pour la production future, 47 véhicules spécialement aménagés avec des doubles fonds invisibles, des millions d'euros en liquide dissimulés dans divers pays. Le butin total représente une valeur de rue estimée par les experts internationaux à plus de 200 millions d'euros, illustrant parfaitement la dimension industrielle d'une organisation criminelle que les enquêteurs avaient largement sous-estimée au début de leur investigation. L'arrestation médiatisée de Van Wezenbeek déclenche immédiatement un effet domino à travers l'Europe criminelle. Ses partenaires australiens, brutalement privés de leur approvisionnement principal et régulier, voient instantanément les prix de l'ecstasy exploser sur leurs marchés locaux, créant des tensions avec leurs clients habituels. Les organisations criminelles italiennes et albanaises, clientes régulières et importantes du réseau Van Wezenbeek, doivent restructurer précipitamment leur filière d'approvisionnement traditionnelle, générant des conflits territoriaux dans plusieurs grandes villes européennes. Les révélations publiques sur les méthodes sophistiquées financières complexes du démantèlement révèlent progressivement l'ampleur réelle, colossale, de l'empire Van Wezenbeek. Les enquêteurs spécialisés mettent la main sur des comptes dissimulés dans 15 pays différents, totalisant plusieurs centaines de millions d'euros blanchis à travers des circuits financiers sophistiqués.